Alors avec Bernard, nous allons vous parler de Joséphine, l'impératrice, et nous allons aussi vous parler de Rose, la femme. Donc comme vous le savez tous, Marie-Joseph Rose de Tacher de la Pagerie est née à la Martinique le 23 juin 1763. Elle est issue d'une des plus anciennes familles françaises, donc c'est la vieille aristocratie, l'aristocratie d'épée. Les Tacher avaient été anoblis par le roi Louis VII suite à la deuxième croisade dont on a parlé ce matin avec Aliénor d'Aquitaine qui est allée retrouver son oncle à Antioche. Donc c'est lors de cette croisade qu'un des ancêtres de Tacher de la Pagerie a été par la suite anobli. Donc le roi Louis VII, très content de son service lors de la deuxième croisade, lui a offert une terre dans le Perche. Donc on a quand même une famille qui a énormément de quartiers de noblesse, suffisamment pour être présentée à la cour, ce qui n'est pas le cas des Beauharnais. Donc en fait, il faut penser que le premier mariage de Joséphine va la déchoir quelque part. Car sans son mari Beauharnais, si elle avait épousé peut-être quelqu'un d'un peu plus noble au niveau des quartiers de noblesse, elle aurait pu être présentée au roi, parce qu'il faut savoir que son père était page à la cour de Louis XV, et qu'il avait un oncle qui était aumônier aussi à la cour de Louis XV. Mais malheureusement, les Beauharnais ne sont que de la noblesse, enfin, entre guillemets, c'est des gouverneurs, c'est de la noblesse de robe, donc beaucoup plus tardive. Donc c'est le grand-père de Joséphine qui est venu chercher, parce qu'évidemment, comme toute famille de noblesse d'épée, ils étaient très désargentés. Donc c'est le grand-père de Joséphine qui va essayer de chercher fortune à la Martinique. Il va y aller au début du XVIIIe et il va pas trouver la fortune. En revanche, il va trouver une riche héritière pour son fils, Rose-Claire des Bergers de Samois, qui était la tête de la plantation de la Petite Guinée, donc qu'elle hérite en dot de mariage, et elle deviendra la plantation de la Pagerie, du nom de son nouvel époux, de Tacher, et ça deviendra de Tacher de la Pagerie. Il faut savoir que Joséphine donc, était très attachée à ses parents, était très attachée à la Martinique, à toute la végétation que l'on peut retrouver à la Martinique, et puis Bernard nous dira tout à l'heure qu'on retrouve dans les serres de Malmaison cette luxuriance, ces couleurs, cette beauté, et aussi par rapport aux animaux, cet exotisme qu'elle avait à la Martinique. Donc là, nous avons donc à la plantation de la Pagerie aux Trois-Îlets, il ne reste plus grand-chose, donc il reste les fondations de l'ancienne maison qui a été totalement ravagée par une tempête en 1766. Et il nous reste, là, vous voyez, en fait, les cuisines. Je vois que en même temps. Et la sucrerie. Donc, il ne reste pas grand-chose. Donc, à la Martinique, elle a été élevée de façon assez libre par ses parents. Et elle avait une relation, donc Bernard va vous en parler, assez proche avec sa mère, qui était une femme de fête. C'est elle qui dirigeait, qui portait la culotte. Son père était un peu plus courtisan, donc il avait un peu un parfum versaillais, donc Joséphine héritera de lui un peu cette air aristocratique et cette façon de se mouvoir en société. Alors je vais juste vous lire un petit extrait avant de passer la parole à Bernard, de Joséphine qui écrit à sa mère. Donc il faut savoir que sa mère, elle l'appelait maman, il faut savoir qu'elles étaient très très proches, et sa mère l'a toujours appelée Yéyette, qui était le surnom, parce qu'elle s'appelait Rose comme sa maman, donc il fallait les différencier. Donc il y avait Rose, la maman, et Yéyette pour la petite Rose. Donc en 1803, donc Joséphine, un an avant d'être impératrice, écrit à sa maman: « Je ne vous écris pas aussi souvent que je le désirerais, ma chère maman, parce que j'ai bien peu de moments à ma disposition, mais si je ne vous exprime pas par écrit tout ce que je sens, ce que j'éprouve de tendresse pour vous, mon cœur se le dit. » Voilà, très beau. Vous avez comme ça brossé le portrait de Joséphine, qui est une femme de cœur, une femme qui mérite d'être découverte parce qu'elle a été très critiquée, très vilipendée au XIXe siècle par les historiens qui étaient anti-napoléoniens et qui disent tout le temps sur Joséphine. Joséphine est une enfant donc de la Martinique, comme elle vous a dit, qui a vécu au milieu des plantations, entourée d'esclaves, d'ailleurs qu'elle respectait beaucoup, puisque dans une des lettres à sa mère, elle met en post-scriptum: « N'oubliez pas de dire bonjour aux esclaves de la plantation », ce qui n'était pas le cas de tous les propriétaires de sucreries.
Donc, Joséphine a vécu en Martinique jusqu'à son mariage. Les mariages étaient des mariages arrangés à l'époque, comme toujours, et on lui présente quelqu'un qu'elle avait quand même entrevu dans sa jeunesse, mais un jeu entre enfants. Donc, c'est un aristocrate, Alexandre de Beauharnais, d'une famille qui n'a pas fait des croisades, une famille qui a été anoblie vraiment au cours du XVIIe siècle à peu près. Et cet Alexandre de Beauharnais était un peu le cadet, l'aîné de Joséphine, et Alexandre considérait que sa femme n'était pas suffisamment cultivée, suffisamment importante pour lui. Il lui donnait des conseils en disant « vous devez vous dire comme ça, faire ceci, faire cela ». Et finalement, la relation entre Alexandre et Joséphine n'a jamais été extrêmement heureuse. Joséphine a été un peu déçue. Le mariage se fait un peu à la sauvette, dans la région parisienne, à Noisy-le-Grand, donc vraiment, c'est maintenant une banlieue, dans une petite église, un peu parce que la tante d'Alexandre avait une propriété à Noisy-le-Grand. Donc, toute la noce va ensuite à Paris, et le mariage, le mari considère sa femme comme une femme, on va dire, comme on considérait. C'est-à-dire comme peu d'esprit. Voilà, au XVIIIe siècle, ils étaient le mentor de sa femme. Donc il lui donnait des conseils, vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire cela. Le mariage a été un peu décevant pour Joséphine, surtout qu'après la naissance du premier enfant, le second enfant, il y a eu des suspicions, le mari a accusé sa femme de l'avoir trompé, enfin c'était très mal parti. Mais Joséphine a pris les choses en main. Et très vite, c'est elle qui a décidé de quitter le foyer conjugal. On en parlera tout à l'heure, c'est un peu tôt maintenant. On peut y aller, après revenir. On peut y aller en arrière. Voilà. Et finalement, c'est elle qui accuse quasiment son mari. Et le père d'Alexandre de Beauharnais soutenait sa belle-fille. Donc, ce qui veut dire que Alexandre de Beauharnais n'était pas parfaitement clair sur ce niveau-là. D'ailleurs, il n'a pas un air sympa. Non, il est un petit peu, comment dire, sûr de lui. Prétentieux. Prétentieux, absolument, tout à fait. Et finalement, accusant sa femme de l'avoir trompé, alors que Joséphine ne l'avait pas fait du tout, c'est elle qui prend un peu les devants et qui décide de se séparer de son mari. Le divorce n'existait pas à l'époque. Donc effectivement, c'est un consentement mutuel et les torts ont été donnés au mari et monsieur de Beauharnais, le père d'Alexandre, ne soutenait pas son fils. Il soutenait sa bru. Ce qui veut dire qu'il y avait des chances quand même que ce n'était pas tout à fait bien. Hein. Oui, bon, en même temps, il était l'amant puis le mari de la tante de Joséphine. Oui, c'est vrai. C'est comme une histoire. Ça se passait en famille. Oui, ça se passait en famille. Donc il avait épousé la sœur du père de Joséphine, Madame Renaudin. Oui, et d'ailleurs, à la fin, ça se terminera par un mariage. Ça se terminera par un mariage, oui. Oui, c'est un peu, quand les choses seront un peu calmées. D'ailleurs, Joséphine, qui pardonnait souvent, et peut-être beaucoup trop d'ailleurs, à mon avis, au mari, parce qu'ils se sont réconciliés au moment de la Révolution, sans reprendre la vie commune. Mais vraiment, c'était une réconciliation sur les marches de la guillotine, à peu près. Oui, des amants et maîtresses étant passés par là. Voilà, chacun ayant ses amants et ses maîtresses. C'était la France du XVIIIe siècle. C'était comme ça que ça se passait. Oui, alors à savoir que la personne qui à la base, enfin, bon, Alexandre, il n'avait pas tellement besoin d'être poussé dans ses vices et dans ses mensonges et dans ses délires. Il avait une maîtresse à l'époque qui s'appelait Madame de Longpré, qui était aussi une fille de créole. Et vous allez voir, c'est assez drôle quand même la vie. Madame de Longpré était la maîtresse d'Alexandre, parce qu'Alexandre était en garnison au Conquet. Et Madame de Longpré était la maîtresse d'un des chefs d'Alexandre au Conquet, qui avait la chance de s'appeler aussi Alexandre. Donc Madame de Longpré tombe enceinte d'un garçon qu'elle va prénommer Alexandre, du prénom de son mari et de son amant. Comme ça, il n'y avait pas de soucis pour connaître. Donc ça, c'était... Donc Joséphine n'est pas très contente, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc Madame de Longpré va accuser Joséphine d'adultère parce qu'elle veut que Alexandre quitte Joséphine. Elle n'avait pas tellement besoin de le pousser. Donc elle part à la Martinique avec Alexandre, Madame de Longpré, pas Joséphine, et ils vont répandre des preuves absolument ignobles sur Joséphine en disant
qu'elle avait été déflorée par des esclaves à la Martinique. Donc il y a des lettres et tout ça. Mais les parents de Joséphine, ainsi que le père d'Alexandre, vont prendre la défense de Joséphine, et ces lettres vont aider quand même lors de le jugement de la séparation, tellement elles sont ignobles. Donc elles vont aider Joséphine à obtenir tout au tort d'Alexandre. Alors je reviens sur cette Madame de Lompré qui voulait séparer Rose à l'époque d'Alexandre, mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va rentrer plus tôt qu'Alexandre en France, et sur le bateau, elle va trouver un homme libre et prêt à l'épouser qui s'appelle Dillon. Et en fait, la fille de Madame de Lompré n'est autre que Fanny Dillon, qui sera la comtesse Bertrand. Donc on retrouve à Sainte-Hélène avec Napoléon. Tout se passe en famille. Donc voilà, et Joséphine n'était pas rancunière. Dans ses lettres à Fanny Bertrand, dit « N'oubliez pas de saluer votre maman et rappelez-moi à son bon souvenir. » Donc tout était bien dans le meilleur du monde. Joséphine est une femme éminemment bonne. D'ailleurs, c'était très très connu. Elle avait beaucoup de gens qui la sollicitaient. Devenue impératrice, elle était envahie de lettres, de demandes de pensions, de choses comme ça. Et c'est vrai qu'elle a laissé vraiment un très bon souvenir comme impératrice des Français. Oui. Alors on va vous parler un petit peu de Joséphine et les hommes de sa vie. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça va être assez rapide. Donc Joséphine, dans sa vie, elle a un quadrille. C'est-à-dire, nous avons deux hommes évaporés, des militaires de salon, des beaux danseurs, des beaux parleurs, mais assez vides au niveau du cerveau. Donc, nous avons Alexandre de Beauharnais, mais ne soyons pas si méchants avec Alexandre de Beauharnais, parce qu'il a quand même été président de la Constituante, et pendant la fuite à Varennes, c'était quand même lui qui présidait la Constituante, et qui a inventé, avec ses collègues, l'histoire de l'enlèvement du roi. Donc il n'était non plus pas si insignifiant. Non, c'est vrai qu'il avait une certaine personnalité, on ne les dit pas comme ça, le président de l'Assemblée sur quelqu'un qui est complètement creux. Non. Donc voilà. Donc en fait, Alexandre, alors celui qui était beaucoup plus creux, c'était le roi du Calembour, que nous appelons Monsieur Hippolyte Charles. Ah, Hippolyte Charles. Hippolyte Charles, c'était vraiment le beau dandy qui charmait les femmes, qui les amusait par ses calembours, donc ses jeux de mots, et c'était vraiment la coqueluche de tout Paris. Joséphine s'en est entichée, il l'amusait, il était beaucoup plus jeune qu'elle, enfin pas beaucoup plus jeune, un petit peu plus jeune peut-être, et vraiment ça a été, on ne peut pas dire un amour passionné, mais un amour quand même. Oui, mais plus tardif à mon avis que ce qu'on pense, parce qu'en fait, on place la liaison en 1796 et on dit justement que Joséphine ne s'est pas rendue en Italie à cause d'Hippolyte. Ce qui est faux, c'est qu'elle n'avait pas les passeports délivrés par le directoire, et surtout elle était enceinte et elle a fait une fausse couche. Donc elle était enceinte à peu près en mars 1796, et la fausse couche intervient dans la première quinzaine de juin 1796. On retrouve ça grâce à des lettres qu'elle a écrites à Barras, qui n'a d'ailleurs jamais été son amant. Parce que Barras préférait les garçons. Voilà, absolument. C'est vrai que quand elle s'est entichée comme ça d'Hippolyte Charles, ça a été vraiment pour elle, c'était quelqu'un qui l'amusait. Donc c'était un peu comme un petit chien. Voilà, et d'ailleurs il faisait les calembours, il disait à Joséphine, mais mon Dieu, ce que votre mari le général est vieux, il a Milan. Ça c'était pour l'entrée à Milan avec 1796, donc bon, ça amusait un petit peu les femmes. Mais à savoir qu'il draguait aussi, si je peux m'exprimer ainsi, Pauline, et il avait une maîtresse en Italie, ce qui dit, Joséphine était très jalouse, c'était la femme d'un seul homme, elle détestait que l'homme avec qui elle était regardait une autre femme. Il avait une Madame Lamberti comme maîtresse en Italie, Hippolyte, et une deuxième chose qui dit qu'elle n'a pas pu être sa maîtresse en Italie, c'est la fausse couche, vu qu'elle a fait une salpingite qui est une infection, donc je pense qu'elle avait d'autres choses à penser que d'avoir une liaison. Et puis aussi, le traité de Tolentino, qui a été remis au pape Pie VI en Italie en 1796, a été amené par Hippolyte Charles et Julien au pape Pie VI. Jamais Napoléon n'aurait permis à l'amant de sa femme d'amener un traité aussi important. Et alors, on pense peut-être, enfin en tout cas, je ne sais pas si Bernard est d'accord avec moi, il dira s'il n'est pas d'accord. Je pense que la liaison date plutôt de la campagne d'Égypte, parce qu'on sait que Joséphine voulait absolument partir en Égypte, et c'est Napoléon qui refuse qu'elle l'accompagne en Égypte, parce que les Anglais croisent en Méditerranée et il a peur qu'elle se fasse capturer.
Donc il lui dit, tu viendras plus tard. Et elle pleure. Elle écrit même une lettre à Barras en lui disant, mon Dieu, je ne peux pas partir avec Bonaparte en Égypte. Ses frères m'ont raconté les pires horreurs sur moi. Il faut absolument transmettre mes lettres à Bonaparte parce que tu le connais bien, mon Bonaparte, et je l'aime bien. Oui. Donc je pense qu'elle voulait vraiment. Puis après, elle va à la plombière prendre des eaux, elle va voir un petit chien qui passe dans la rue, ils vont tous aller sur un balcon, le balcon s'écroule et elle se casse le coccyx. Oui, là, il y a des réparations à faire. Elle prend des bains, Voilà. des choses pas très ragoûtantes d'ailleurs. Non. Qu'est-ce qu'on lui mettait? Elle prenait des bains de siège. Oui, mais avec des. Oui, avec des trucs. Oui, venons, c'est des extrêmement, des choses comme ça. On ne va pas vous dégoûter, ça ne s'appellera pas. Hein. Donc en fait, je pense qu'on peut situer la liaison. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un problème. C'est que les lettres d'Hippolyte Charles sont des faux. Ça, on est sûr. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans une des lettres, Joséphine aurait écrit à Hippolyte, juste avant de partir en Égypte, que Bonaparte a appris la liaison par ses frères, Joseph et Lucien. Seulement, ce n'est pas possible, parce que Napoléon apprend la liaison en Égypte par Junot. Donc, on a un problème de datation. Celui qui a fait les fausses lettres s'est trompé dans les dates. C'est que Napoléon apprend plus tard la liaison. Et quand Junot, qui est avec un complot, parce qu'il faut savoir que Junot couchait avec la femme de chambre de Joséphine, voilà. Donc, c'est toujours des histoires un petit peu d'amour, un peu déçues. Et apparemment, Joséphine n'était pas très contente de cette liaison. Non, parce que du coup, elle était espionnée. Donc, en fait, Junot va rentrer dans le clan Bonaparte pour faciliter le divorce. Donc, ils vont raconter cette liaison d'Hippolyte qui, à mon sens, n'avait pas encore commencé. Et Napoléon, évidemment, va prendre une maîtresse, Pauline Fourès. Et Joséphine va la prendre. Et en fait, Joséphine, comme on sait qu'elle a un caractère de femme qui aime être aimée, elle est très jalouse, c'est une femme qui veut l'exclusivité, donc elle va en prendre vraiment ombrage parce qu'elle va le savoir, elle sera malheureuse. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle va succomber au calembour d'Hippolyte. C'est une forme de vengeance, en fait, de la trahison de son mari, c'est absolument logique. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert avant de partir, quand son mari l'a accusée. Ça a été vraiment très très difficile pour elle. En plus, ce qui était assez cocasse, c'est que Eugène écrit une lettre à sa mère pour l'informer que Junot a dit à Bonaparte qu'elle ne trompe pas avec Hippolyte, et qui va prendre la lettre? Les Anglais. Et ils vont la publier dans le journal à Londres. Donc tout le monde va savoir que Bonaparte est cocu. Donc ça va faire quelque chose de terrible. Et puis en plus, c'est vraiment un camouflet. Donc on peut plus ou moins dater cette liaison de cette époque. Et on peut dater la fin de la liaison. Parce que Joséphine a écrit à sa fameuse amie, on n'a pas retrouvé la trace. Non, on ne sait pas qui c'est encore. Voilà, on a son nom, mais on n'arrive pas à définir qui est cette personne, parce qu'elle entre dans la vie de Joséphine, elle en disparaît assez rapidement. Et Joséphine lui parle en fait d'une liaison qui prend fin, qui lui fait du mal, mais dont elle ne veut plus entendre parler. Et ça, on est en 1799. Il suffit de faire coller les documents pour se rendre compte que ça correspond à Hippolyte Charles. Voilà. Alors ça, c'est le quadrille. Donc on a les deux militaires de salon dans le quadrille. Et en fait, on a le grand amour de Joséphine à Bonaparte, c'est le général Hoche, qu'elle va rencontrer à la prison des Carmes. Mais lui venait de se marier avec Adélaïde, une jeune ingénue de 16 ans. Mais Joséphine espérait qu'il la quitte pour pouvoir l'épouser. Donc en fait, à la prison des Carmes, pendant qu'Alexandre batifolait avec des filles de Custine, Joséphine batifolait avec Hoche. C'est bien pour ça qu'ils se sont réconciliés, Alexandre et Joséphine. Et Rose, vu que chacun avait son amant de son côté. Donc le général Hoche a vraiment été un grand amour de Joséphine. Absolument, mais malheureusement, Hoche venait de se marier avec une jeune fille, hein. Donc il a fallu cesser cette relation un peu tempétueuse. Voilà, et en fait ce qui s'est passé, c'est que Joséphine attendait que Hoche l'épouse, lui évidemment ne l'épouse pas, et elle le quitte. Donc elle le quitte, et Hoche, on a des lettres qu'il écrit à un ami en lui disant en fait qu'il est très malheureux, que l'objet de son malheur est à Paris, parce qu'elle lui a brisé le cœur. Et on sait qu'il parle de Joséphine. Donc la séparation doit avoir lieu plus ou moins à l'été 1795. Joséphine va rencontrer Bonaparte en octobre 1795.
Et ce qui va se passer, c'est que parallèlement, Hoche va proposer un commandement à Bonaparte en Vendée que Bonaparte va refuser. Et ils vont se rencontrer dans un salon en début 1796. Hoche vient de devenir papa, Joséphine est au bras de Bonaparte, mais Bonaparte connaît la liaison qu'il y a eu entre Hoche et Joséphine. Et là, il y a une anecdote qui est vraie ou pas vraie, ça on ne sait pas. Bonaparte prenant la main de Hoche et lui disant « Général, vous allez mourir dans votre lit », ce qui était une insulte absolument épouvantable pour un général comme Hoche. Et après, on sait la suite. Donc, quand Hoche va décéder, Joséphine va récupérer toutes les lettres et va les détruire. Alors, il ne nous reste plus que des lettres que Hoche a adressées à des amis, mais Joséphine va détruire toute preuve de leur amour. Mais c'est la même chose que fera Napoléon. Napoléon détruira les lettres de Joséphine. On en a quelques-unes que Joséphine avait elle-même copiées pour en avoir un double, et sinon, toute la correspondance a disparu. Voilà. C'est Napoléon qui l'avait détruit. Oui, mais il n'était pas très soigneux non plus. Non, mais il y avait une volonté, je pense. Il ne voulait pas que les Anglais tombent sous ces lettres d'amour. Parce il que avait été piégé déjà précédemment par les Anglais. Tout à fait. Donc, en parlant justement des lettres d'amour de Joséphine à Napoléon, il y en a très peu, je vais peut-être vous en lire une des rares qu'il y a. Donc, cette lettre date de Saint-Cloud de 1803. Tous mes chagrins ont disparu. Donc, c'est Joséphine qui écrit à Napoléon. Tous mes chagrins ont disparu en lisant la bonne et touchante lettre qui renferme les expressions aimables de ton sentiment pour moi. Combien je te sais gré de t'être longuement occupé de ta Joséphine. Si tu le savais, tu t'applaudirais d'être le maître de causer une joie si vive à la femme que tu aimes. Une lettre est le portrait de l'âme, et je presse celle-ci contre mon cœur. Elle me fait tant de bien. Je veux la garder toujours. Elle sera ma consolation pendant ton absence, mon guide lorsque je serai près de toi, car je veux toujours être à tes yeux la bonne, la tendre Joséphine, occupée uniquement de ton bonheur. Si un mouvement de joie passe jusqu'à ton âme, si la tristesse vient te troubler un moment, ce sera dans le sein de ton ami que tu répandras ton bonheur et tes peines. Tu n'auras pas de sentiments que je ne partage. Voilà mon désir, mes vœux, qui se réduisent tous à te plaire et à te rendre heureux. Adieu Bonaparte, je n'oublierai pas la dernière phrase de ta lettre. Je l'ai recueillie dans mon cœur. Comme elle s'y est profondément gravée, avec quel transport le mien y a répondu. Oui, ma volonté est aussi de te plaire, de t'aimer, ou plutôt de t'adorer. Alors, quand on lit cette lettre, parce que c'est quand même des lettres intimes, elles ne sont pas faites pour être publiées, ceux qui osent dire que Joséphine n'a pas aimé Napoléon, je pense qu'ils devraient la lire plus souvent. Parce qu'on oublie un petit peu que le mariage a été arrangé, non pas par Napoléon, mais par Joséphine. Ah oui, c'est elle-même. Parce que Joséphine est une femme qui est destinée à épouser des militaires. Son premier mari, Alexandre de Beauharnais, c'est un général. Napoléon, vous savez qui c'est. Donc vraiment, c'est une femme de militaire et ça a été comme ça pendant tout le temps, en fait. Ils ne sont pas aimés au même moment. Il y a quand même eu un décalage, des fois. Peut-être pas, parce que... Non, alors je suis pas sûre. mariage... alors moi, je ne serais pas aussi affirmative. Oui, tu vas commencer à faire le dossier de béatification de Joséphine. Exactement. Donc, non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, je pense que Joséphine, elle était très fragile à la sortie de la prison, très fragilisée aussi par l'amour qu'elle portait à Hoche, qui n'avait pas voulu quitter sa femme, une femme elle n'avait jamais été vraiment aimée pour elle, parce qu'Alexandre ne l'a jamais aimée, et elle rencontre un homme qui l'aime, mais qui refuse de quitter sa femme, et tout d'un coup, elle rencontre ce général qui, somme toute, n'est pas si vilain que ça, a au fond du regard une fougue magnifique, et elle va l'initier, en fait. Napoléon n'avait pas vraiment connu l'amour. Joséphine a été initiée par le meilleur amant qui soit, parce qu'Alexandre avait quand même des dons. Apparemment, c'était un très bon amant. Il a été pris c'est lui qui fait le Valmont de Liaison dangereuse. Il faut savoir que c'est Alexandre, parce qu'au Conquet, il était avec Chauderlot de Laclos. Donc, en fait, c'est Alexandre, notre charmant Valmont. Donc, je pense qu'il était très doué. Il a transmis un peu de ses dons à Joséphine, qui les a fait découvrir à Napoléon, qui évidemment imaginait qu'elle était émerveillée. Et en fait, là, il l'a considérée un peu comme une déesse. Tout à fait. Donc, en fait, je pense qu'au début, ce qu'elle a aimé, c'est l'amour de Bonaparte. Parce que jamais personne l'a autant aimé de façon aussi exclusive et unique.
Donc, Oui, mais des fois, ça l'amusait un peu quand mais ça amuse toujours. Oui, elle disait en public les lettres que Napoléon lui écrivait. Bah, bien sûr, mais ça, toute femme aimée comme ça, flattée, aime bien montrer l'amour qu'un homme éprouve pour elle. Surtout pour une femme de cet âge-là à l'époque, elle avait 33 ans, lui il en avait 6 de moins. C'est très très flatteur. Bah, d'ailleurs, il n'a pas admis d'avoir cet âge-là, puisque même dans l'almanach impérial, on le faisait naître 6 ans avant. 6 ans après, pardon, je me trompe. L'almanach impérial donne une fausse date. Ah bah évidemment, évidemment. À l'époque, Napoléon a eu l'impression d'épouser une vieille. Non, bon après, 6 ans, c'était pas grand-chose. Alors en fait, la chose importante, c'est qu'ils ne s'aiment pas de la même façon. Napoléon est un exalté. Ça, on le voit dans toute sa vie, ça sera un exalté comme un quelque part. Il arrive à se tempérer, mais il a quand même un tempérament très exalté. Joséphine, lui, c'est le feu et elle, c'est la dentelle. Joséphine, c'est plus de douceur. Elle aime avec douceur, on le sait ça, qu'elle a toujours été un arbre de paix. D'ailleurs, Bonaparte, c'est en son sein qu'il trouvait la paix, le repos. C'était le repos du guerrier. Quand il rentrait de campagne et qu'il voyait ça Joséphine, d'ailleurs, dans l'intimité, il l'appelait vraiment Joséphine. Mais des fois, le ton changeait, il disait daignez descendre de votre grandeur, c'était magnifique. Voilà, oui. Oui, il dit qu'elle doit descendre de sa grandeur pour daigner lui répondre à ses lettres. Donc en fait, finalement, c'est Joséphine qui va le relancer parce qu'ils vont passer une ou deux nuits ensemble et elle va lui faire une lettre où elle lui dit qu'il ne vient pas la voir. Donc ça serait assez gentil de sa part de venir lui rendre visite. Donc ça, c'était après l'histoire du sabre rendu à Eugène. Donc Joséphine et Napoléon se marient le 9 mars 1796. Alors on a un problème au niveau des dates, ce qui va causer un problème lors du divorce, parce qu'une femme de plus de 45 ans n'a pas le droit de se divorcer. Et légalement, Joséphine avait plus de 45 ans lors du divorce. Donc là, on a un problème déjà civil. Le deuxième problème est religieux, vu que le mariage du 1er décembre 1804 est totalement valable aux yeux de l'Église, parce que Pie VII avait accordé toutes les dispenses au cardinal Fesch. Donc en fait, ils n'ont jamais été divorcés entre guillemets par l'Église, parce que le seul qui pouvait prononcer la dissolution du mariage, c'était Pie VII, ce qu'il n'a pas fait. Donc à un moment donné, Pie VII a dit que Napoléon et Marie-Louise n'ont jamais été mariés aux yeux de l'Église. Alors non seulement aux yeux de l'Église, mais finalement aux yeux du civil non plus, parce que Joséphine était trop âgée pour que le divorce soit possible. Ça avait d'ailleurs beaucoup troublé Marie-Louise Voilà. de savoir ça. Il pensait que le mariage n'était pas légal. Et c'est ce qu'a fait papa François, donc papa de Marie-Louise, pour pouvoir l'inciter à mettre Népergue dans son lit, en disant que de toute façon, il n'était pas marié avec Napoléon. Donc voilà. Alors, moi, je trouve une chose très jolie, c'est les mots de Napoléon à Sainte-Hélène par rapport à Joséphine. Personne n'eut jamais dans son cœur la préférence sur moi, j'y avais la première place, les enfants après. Elle avait raison, car c'est l'être que j'ai le plus aimé, et son souvenir est encore tout puissant dans ma pensée. Beau, un beau témoignage. Donc en fait, et à Sainte-Hélène, il faut savoir que 5-6 jours avant de mourir, Napoléon raconte à Montholon qu'il voit le fantôme de Joséphine, et en fait, il veut l'approcher et elle disparaît en lui disant on va bientôt se retrouver. Donc en fait, Napoléon et Joséphine, c'est le premier couple politique, à peu près, entre guillemets, parce qu'ils vont marcher ensemble vers la gloire. Oui, mais après, Napoléon tirait la couverture à lui en disant c'est quand même grâce à moi. Oui, mais Joséphine avait un carnet d'adresses et lui a apporté quand même le carnet d'adresses. Elle lui a apporté aussi un cadre familial dont Napoléon avait besoin, parce que finalement, ça lui donnait de l'envergure. Mais au moment, pendant la Révolution, quand on a fait rentrer les immigrés, ça c'était le travail de Joséphine. Il connaissait absolument tout le monde. Donc il a beaucoup aidé à faire entrer pas mal d'aristocrates en France qui étaient en immigration. Tout à fait. Et en fait, par rapport à l'amour de Napoléon, parce qu'on compare souvent les deux mariages de Napoléon, par rapport à l'amour de Napoléon pour Joséphine, on a le témoignage de Marmont qui relate lorsque Joséphine retrouve Bonaparte en 1796 en Italie. Il nous dit « Jamais amour plus vrai, plus pur, plus exclusif n'a possédé le cœur d'un homme, et cet homme était d'un ordre supérieur. »
Donc en fait, Napoléon vraiment a aimé Joséphine, c'était la passion de sa vie. Je pense qu'il n'a jamais aimé une femme comme il a aimé Joséphine. Après, il a aimé Marie-Louise, ça on ne peut pas dire qu'il Mais n'a... d'un amour plus bourgeois. D'un amour bourgeois, tout à fait. C'était la mère de son fils. Marie Walewska, j'ai plus de doutes. Marie Walewska, je pense qu'il n'a pas vraiment aimé. C'était plutôt la personne qui lui a permis finalement de quitter Joséphine parce qu'il était au moins sûr avec elle que l'enfant était de lui. Tandis qu'avec Éléonore de Noël de la Plaine, il avait eu un petit doute en 1806 quand le comte Léon est né, qu'il pouvait être de Murat vu qu'elle était avec les deux en même temps. Bon, après, par la suite, on s'est rendu compte qu'il ressemblait plus à Napoléon qu'à Murat. Il n'y avait pas encore d'analyse à l'époque. Oui, il n'y avait pas d'analyse d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis il faut savoir une chose très importante qu'on oublie, c'est l'événement tragique qui s'est passé au printemps 1796 quand Joséphine perd l'enfant qu'elle attend de Napoléon. Donc là, c'est quand même quelque chose de tragique. Quand elle va en Italie, elle est très malade, elle se plaint de point de côté. Napoléon prend soin d'elle pendant à peu près 9 mois, lui dit toujours qu'elle ne doit pas monter à cheval, fait très attention à ton ventre. Et on oublie un petit peu qu'en fait, c'est une salpingite qui va la rendre stérile, qu'elle était enceinte. Et en fait, on peut imaginer en 1796, cet enfant naît à la fin de l'année, j'imagine, s'il était conçu en mars. Et à la chute de l'Empire, il aurait eu 18 ans, plus ou moins. Oui, ça aurait été formidable. Donc voilà, on n'aurait peut-être pas eu la chute de l'Empire parce que... Mais il y a des historiens comme André Castelot qui nient ces histoires, en disant qu'elle racontait des histoires, en disant qu'elle avait mal au ventre, pour ne pas rentrer, pour pas aller en Italie rejoindre son mari. Alors moi j'ai retrouvé des lettres, une lettre notamment qu'elle a fait à Barras, où elle lui explique, et Barras lui demande pourquoi elle ne va plus dans les fêtes parisiennes. On est dans les 2 premières semaines de juin 1796. Elle lui dit je ne vais pas dans les fêtes parisiennes car je suis alitée, je suis très malade. Donc on situe la fausse couche à ce moment-là, et on sait que parallèlement, quelques mois après, Napoléon va payer un médecin qui aurait pris soin de Joséphine à Paris. C'est tout ce qu'on sait. Le vrai, c'est l'imagination. Voilà. Il y a des partisans du pour et du contre, comme toujours. Voilà, mais on peut imaginer, parce qu'en effet, la Sainte-Brigitte, c'est totalement une des raisons pour lesquelles elle aurait été stérile, parce qu'on sait l'histoire de la ménopause précoce, on sait que c'est faux, parce qu'en 1807, Joséphine, dans une lettre, on a la preuve qu'elle était encore apte à avoir des enfants, donc elle n'avait toujours pas sa ménopause. On peut imaginer, mais en effet après on n'est pas sûr, on n'est pas sûr à 100%, mais c'est quand même une théorie qui revient. Et en fait c'est une théorie qui avait été élaborée au début du XXe siècle dans un livre complètement loufoque qui s'appelle Dans le lit de Joséphine. Oui. Mais en fait c'est le premier qui a mis cette théorie qui finalement qu'on trouve de moins en moins loufoque. En comparant avec les chronologies, on se rend compte que finalement ça tient la route. Voilà, et je vais juste vous lire ce qu'elle écrit à Joseph, le frère de Napoléon, en août 1796. Donc Napoléon, ils se sont déjà retrouvés, mais il a dû partir. Elle lui dit « Je suis fatiguée, malade de chagrin et de fatigue ». Donc ça aussi, on voit toujours qu'elle est fatiguée, qu'elle est déprimée dans ses lettres. « De grâce, mon cher frère, donnez-moi des nouvelles de Bonaparte. On m'a terriblement éloignée de lui, j'en mourrais de chagrin. » Donc là, on voit quand même que son Bonaparte... elle l'aimait. Elle y tient, et comme l'écrivait, je connais mon Bonaparte sur le bout du doigt. Et ça, elle savait, elle le manipulait en fait parfois. Voilà, comme toutes les femmes. Et par exemple, le 20 août 1804, elle lui écrit « Il me tarde de vous voir, de vous dire tout ce que vous m'inspirez et de vous couvrir de baisers. » Ce qui est amusant, c'est des fois le tutoiement, des fois le vouvoiement. Oui, mais là, il est empereur. Ben oui. On devait rester... Il y a même des lettres de l'empereur, Oui. Oui, là, vous voyez. il la tutoie aussi. Oui, il la tutoie. Il se Oui. tutoyait, il se voyait. Ça dépendait des lettres et de ce qui Et s'était passé. elle l'appelait Bonaparte, toujours. Voilà. Donc, le point de basculement de l'amour de Napoléon et de Joséphine, enfin pas de l'amour parce qu'ils se sont aimés jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Le point de basculement du couple, c'est 1807. 1807, la mort de l'héritier Napoléon Charles, donc le fils de Louis et d'Hortense, qui décède et qui aurait dû normalement succéder. Mais là, j'y crois pas trop, parce que je pense qu'à un moment donné, Napoléon aura quand même voulu un enfant de son sang. En 1806 est né le comte Léon, mais là on n'est pas sûr si Murat, pas Murat, Napoléon, pas Napoléon. Et vraiment, ça sera Marie Walewska qui va faire tout basculer quand elle tombe enceinte en 1809. Et là il est sûr, parce que comme il l'a gardée un petit peu prisonnière, il était un peu sûr qu'il n'y avait personne qui était dans son lit. Et c'est ça qui va décider au divorce. Mais il faut penser une chose, c'est que Joséphine, depuis quasiment le début 1800, elle va avoir une épée de Damoclès sur la tête, c'est-à-dire la répudiation. Oui. Et... Elle savait qu'elle était stérile. Oui. Elle lui a un peu, comme on dit vulgairement, bourré le mot. Exact. Voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps.
D'ailleurs, elle avait, pour le mariage religieux, quand elle a avoué au pape qu'elle n'était pas mariée religieusement, et le pape a dit s'il n'y a pas de mariage religieux, il ne sera pas valable, eh bien, elle a fait faire un document signé du médecin, et tout ça, elle l'a gardé avec elle jusqu'à la fin. Hein. Oui. Ce document prouvant le mariage religieux. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que Joséphine était quelqu'un d'excessivement une femme de tête. On l'a décrit comme une dépensière, un peu femme légère. Pas du tout. Joséphine n'est pas du tout une femme légère, c'est une femme de tête qui sait ce qu'il veut et qui sait se protéger. Donc le 15 décembre 1809 est prononcé. La séparation, pas le divorce. Non, il n'y a pas de C'est divorce. la séparation. C'est la séparation Par consentement mutuel. Voilà. Juste une petite aparté. N'a-t-elle pas eu 2 enfants de son Oui. premier mariage? Oui, on en a parlé ce matin. Donc Eugène et Parce que Hortense. vous dites qu'elle était stérile, non? Oui, mais Non, non, après. après. C'est la salpingite, je crois qu'elle a rendu stérile. Donc avec Alexandre, elle a eu Eugène et elle a eu Hortense. Mais là, elle avait à peine 20 ans. Hortense, elle l'a à 20 ans. Donc, et c'est par la suite, en fait. Je pense que c'est cette fameuse salpingite qui a tout déclenché. Donc la séparation par consentement mutuel, ce qui n'est pas possible, comme je vous l'ai dit avant, parce qu'elle avait plus de 45 ans, a été prononcée. Et puis, en fait, en janvier, c'est l'officialité de Paris qui prononce la dissolution du mariage religieux, mais ils n'ont pas autorité. Seul le pape pouvait le faire. Et d'ailleurs, Picet ne va pas jamais dire je n'ai rien dit. Non, je l'ai dit que son enfant était un enfant naturel, était un enfant illégitime. Oui, le fils de Marie-Louise et de Napoléon. Et que nous dit Napoléon? Napoléon nous dit quelque chose d'intéressant à Sainte-Hélène. Un fils de Joséphine m'eût été nécessaire et m'eût rendu heureux, non seulement comme résultat politique, mais comme douceur domestique. Comme résultat politique, je serais encore sur le trône, car les Français s'y seraient attachés comme au roi de Rome, et je n'aurais pas mis le pied sur l'abîme couvert de fleurs qui m'a perdu. Il faut aussi savoir une chose, c'est que Napoléon, pendant sa vie à Paris, depuis qu'il est au pouvoir, n'a jamais pris de vacances, ça tout le monde le sait. Il a pris 3 jours de vacances lors de sa séparation avec Joséphine, donc après le 15 décembre, parce qu'il avait tellement du chagrin qu'il n'a pas pu travailler, ce qui est très très rare. Il revoit Joséphine le 25 décembre 1809 au Grand Trianon, ils passent Noël ensemble. Et après, il faut savoir que jusqu'à la fin, ils ne se reverront plus que 6 fois. Devant témoin. Et devant témoin. Évidemment, parce que Marie-Louise était très jalouse. Après. D'ailleurs, quand Joséphine a vu le roi de Rome, c'était un véritable complot qu'il a fallu organiser pour que Napoléon ne le sache pas. Que Marie-Louise, surtout, ne le sache pas. Exactement, parce que Marie-Louise ne supportait pas. D'ailleurs, il fallait éloigner Joséphine de Paris. Donc, Joséphine avait eu l'Élysée, qu'elle a dû rendre pour le château de Navarre, parce que c'était trop près. Évidemment, c'était en plein cœur de Paris. La maison aussi, ça commençait à devenir gênant. Donc on lui demandait si elle pouvait partir. Napoléon avait même envisagé qu'elle aille vivre auprès de son fils Eugène. Non, mais c'est beau, Milan, c'est très bien, celui qui sera tellement bien. Alors elle avait acheté un château à Genève parce qu'elle avait prévu, en fait, à Preny, pour être plus exact, parce que Preny à l'époque n'était pas en Suisse, mais en France. Et elle avait prévu d'y passer tous ses étés, donc d'avril à octobre, et ensuite d'aller à Malmaison pour l'hiver. Parce que comme ça, en fait, la route était plus proche pour aller voir son fils. Son fils, en Italie. Donc en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Joséphine, le trône l'a rendue heureuse parce qu'elle aimait jouer l'impératrice, mais l'a rendue très malheureuse. L'a rendue finalement heureuse, je pense, en tant que femme de tête, mais l'a rendue très malheureuse en tant que femme de cœur. Absolument, parce qu'elle le voyait plus souvent, et puis n'importe comment, ils n'ont jamais été au même niveau ensemble, en même temps. Il y a toujours eu un décalage. Et puis, on peut dire que Joséphine, elle représente la passion de Bonaparte. Joséphine, c'est la jeunesse, c'est l'épopée, c'est le Napoléon fougueux, c'est le Napoléon qui va prendre le pouvoir, et ça restera toujours ça. C'est pour ça que Joséphine a cette image tellement forte dans l'imaginaire. Et puis Joséphine est la seule Française qui est régnée, parce que quand on voit toutes les impératrices, toutes les reines, il y a d'autres dynasties et d'autres pays. Et pour les Français, ils ont enfin une souveraine qui est d'origine française. Voilà. Et Joséphine nous dit elle-même quelque chose. Elle nous dit, elle dit ça à sa nièce Émilie de la Valette. Elle nous dit « Hélas, descendre du trône est peu de choses pour moi. Qui sait plus que moi combien j'y ai répandu de larmes. Mais perdre en même temps l'homme à qui j'ai consacré mes plus chères affections, le sacrifice est au-dessus de mes forces. » Et puis, je vais vous lire aussi quelque chose que je sais que Bernard adore ce passage. Donc, je vais le dire. Donc, c'est le passage qui est le 15 décembre 1809 dans la déclaration de séparation par consentement mutuel de Napoléon.
Alors c'est pour toi Bernard que je vais Ah, dire. J'ai le besoin d'ajouter que loin d'avoir à me plaindre, je n'ai eu au contraire qu'à me louer de l'attachement et de la tendresse de ma bien-aimée épouse. Elle a embelli 15 ans de ma vie, le souvenir en restera toujours gravé dans mon cœur. Elle a embelli 15 ans de ma vie, c'est beau ça. On dit pas ça le jour où on divorce. Donc, à savoir, donc Joséphine va décéder le 29 mai 1814 d'une angine gangréneuse. Donc, en fait, il faut savoir qu'elle n'est pas morte de froid. Ça, c'est une légende, on ne meurt pas de froid. C'est une bactérie qu'elle a attrapée, au moins un virus. Mais je pencherais plutôt pour le virus. Bon, je ne suis pas médecin, mais je pense plutôt pour le virus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'au même moment, Eugène était malade. Donc, on sait que c'est Hortense qui était à la fin auprès de sa mère, mais Eugène aussi. Mais Eugène avait dû se retirer et Eugène n'avait pas vu non plus le tsar la veille. C'est Hortense qui l'avait reçu parce que Eugène était aussi alité. Donc on peut vraiment penser que c'était vraiment un virus qui l'a tué et que Eugène avait attrapé la même maladie, mais comme il était un peu plus jeune, il a beaucoup mieux supporté. Et en fait, c'était donc une angine gangréneuse, tout l'intérieur était totalement gangréné au niveau de l'œsophage et les poumons étaient gorgés de sang, donc elle est morte étouffée dans son sang. Il était très affaibli déjà dans tous les événements. Hein. Et les événements. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est que Joséphine est morte avec l'Empire. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, moi j'aime, on en a déjà parlé, De l'histoire-fiction. Ouais, de l'histoire-fiction. Qu'est-ce que Joséphine... Alors, on sait qu'il y a chez les Beauharnais, il y a deux écoles. Il y a l'école Hortense qui revient pour les 100 jours, qui est fidèle, et il y a l'école Eugène qui reste à Munich, qui protège plutôt ses intérêts et plutôt sa famille, donc il ne va pas revenir. Alors, qu'est-ce qu'aurait fait Joséphine Bernard? Si. Si. Si quoi? Bah, si elle n'était pas morte. Elle n'était pas morte. Non, mais elle aurait fait comme les autres. Parce que même l'amitié du tsar n'aurait peut-être pas empêché qu'elle soit obligée de partir de France comme on fait tous les membres de la famille impériale. Je pense. Ouais. Non, mais c'est une question ouverte. Hein. Non, parce que le tsar, il aurait été prêt à pardonner, à accueillir Joséphine en France, mais est-ce que Joséphine aurait accepté? On ne sait pas. C'est ça le problème. Donc la question reste totalement ouverte. Et Napoléon, je trouve, à Bertrand, à Sainte-Hélène, va dire quelque chose de très très joli. Et là, je pense que toutes les polémiques, savoir est-ce que Joséphine a aimé Napoléon, est-ce que Napoléon a aimé Joséphine, on est sûr. Mais Joséphine, elle n'a pas aimé Napoléon, elle était intéressée, enfin bref. Lui, il dit une chose, un homme sait si une femme l'aime ou pas. Et lui, il va nous dire, aucune femme ne m'a jamais aimé avec plus de dévotion, de passion et de tendresse. Seule la mort peut rompre une union bâtie sur la compassion, l'amour et les sentiments vrais. Donc ça, c'est ce que Napoléon pensait réellement de sa liaison avec, de son amour, de l'amour de sa vie et cette passion qui les a dévorés. Et Joséphine, alors c'est une épouse, c'est une maîtresse, mais c'est aussi une mère. Ah, ça oui. Voilà. D'ailleurs, Napoléon a adopté ses deux enfants, il les considérait, quand il écrivait à Eugène, il écrivait mon fils, et quand il écrivait ma fille, c'était vraiment une famille très très unie. Il leur a donné d'ailleurs des preuves d'amour, ces enfants-là. Il ne critiquait pas, il les reposait par rapport à sa propre famille. Parce qu'il ne réclamait rien, il n'était pas toujours en train de se plaindre, il s'était vraiment dévoué à l'empereur, les deux enfants de Joséphine. Oui, et en fait, on peut imaginer qu'un Eugène succédant, enfin étant l'héritier de Napoléon, ça aurait changé un peu les choses parce qu'Eugène était français, de père et de mère. Et Eugène était quelqu'un de très loyal. Qui a d'ailleurs été adopté par tous les souverains, parce que quand on voit les mariages des enfants d'Eugène, c'est absolument stupéfiant. Pour un petit aristocrate français, il y a eu des mariages avec toutes les maisons princières d'Europe. Et actuellement descendent du prince Eugène le roi de... Moi, parce que j'ai la tête un peu... Le roi de Suède, le roi de Norvège, le roi des Belges, le roi des Luxembourg, le prince de Luxembourg. Les Hellènes aussi. Oui, enfin pratiquement toutes les familles Toute l'Europe royale descend maintenant de Joséphine. de Joséphine et de Victoria en fait, c'est les deux grands-mères de l'Europe. Oui, les deux grand-mères de l'Europe. Mais c'est vrai que toutes les familles régnantes, il y a toujours quelqu'un qui descend de Joséphine. C'est très Pas pour divorcer. Voilà, donc en fait l'erreur de Napoléon, c'est d'avoir... Non, il n'a pas divorcé, c'était une séparation. Je sais pas. Et puis peut-être une chose où on peut parler sur Joséphine, c'est la femme publique. Parce que Joséphine, on dit toujours qu'elle est dépensière. Ok, elle l'était. Mais c'était très important, parce que Joséphine, c'est l'image, la vitrine de la France. Donc en fait, il ne faut pas oublier que Napoléon était très content qu'elle dépense quand même de l'argent, peut-être un peu moins, mais il était quand même très content, parce qu'en fait, les robes qu'elle mettait, toutes les cours européennes voulaient les mêmes, donc ça faisait marcher les soirées lyonnaises. Les ameublements
Ça faisait marcher Mais l'industrie. quand on regarde les dépenses de Marie-Louise, Elles étaient énormes aussi. énorme aussi. Ouais, non, c'est quand même l'impératrice, c'était la souveraine la plus puissante d'Europe. Il fallait qu'elle dépense et qu'elle se montre et que l'Europe suive la mode de l'impératrice. Donc en fait, elle dépensait beaucoup, mais elle faisait gagner beaucoup d'argent à la France également. Et puis Joséphine, surtout avec son caractère, parce que Napoléon n'était pas, comment dire, l'homme le plus délicat au monde. Non, c'était un peu le repos du guerrier, Joséphine. Il arrivait à l'adoucir. Et d'ailleurs, Joséphine disait, je connais mon Bonaparte sur le bout du doigt. Et ça savait parfaitement ce qu'il disait. Oui, par exemple, à certaines soirées, genre quand une femme mettait 2 fois la même robe, il lui disait « Madame, allez vous changer, vous êtes sale. » Donc après, Joséphine devait passer derrière parce que la dame en question pleurait un petit peu. Oui, quand il passait les dames en rue comme des soldats. Et avec lui, il dit, alors madame, vous aimez toujours autant les hommes? Oui, sire. Oui, sire, surtout lorsqu'ils sont polis. Et il a aimé qu'on lui tienne tête. Voilà, donc, et Joséphine, après, allait un petit peu ramasser des morceaux, quoi, de ces femmes qui pleuraient. Et puis, ce qu'elle avait aussi de formidable, Joséphine, c'est que quand elle offrait un cadeau, en fait, tous les cadeaux offerts par Joséphine, c'était pas genre un cadeau qu'on offrait, qu'une dame offrait. En fait, elle les portait, donc elle faisait faire un bijou, elle le porterait et elle l'offrait. Donc, on avait l'impression qu'elle offrait une partie d'elle-même. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait une sensibilité, qui était ultra sensible, qui comprenait les gens, qui avait de la bienveillance. Et puis, Bernard, on peut aussi dire que Joséphine était très mélancolique. Elle a peut-être pris cette idée sur les cadeaux que Napoléon faisait des tabatières, parce qu'avant de passer une revue, il mettait 5-6 tabatières dans sa poche, et puis il décorait la personne, il donnait sa tabatière, parce que les gens pensaient être sa propre tabatière, en fait, il en avait une autre pour le suivant. Oui, mais peut-être que c'est Joséphine qui a inspiré l'idée à Napoléon. Et voilà, c'est Et ça. pas l'inverse. C'est à quoi je pensais. Alors Bernard, par rapport à la mélancolie de Joséphine, donc Joséphine, il faut savoir qu'elle a perdu ses 2 sœurs jeunes, adolescentes, qu'elle a beaucoup été entourée de morts, qu'elle a frôlé la mort elle-même pendant la Révolution française. Donc Joséphine, il y a une très profonde mélancolie. C'est pas simplement une femme, c'est un soleil Joséphine, mais c'est un peu un soleil qui parfois voilé. Il suffit de le voir dans sa collection de tableaux. Parce qu'elle avait une collection de peintures tout à fait extraordinaire, évidemment des peintures anciennes, mais des peintures contemporaines qu'elle commandait à des peintres. Et bien dans tous les tableaux contemporains, vous avez 2 thèmes, la séparation, la mort. C'est toujours des tableaux qui représentent des scènes qui ont eu lieu au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, mais c'est toujours... j'ai plus les noms des tableaux en tête. C'est tous les tableaux du Troubadour. Oui, c'est ça, oui. La Valentine, Valentine de Milan, pleurant la mort de son époux. Richard II. Oui, de Fleury Richard, le nom du peintre. Donc en fait, c'est tous des tableaux qui représentent la séparation. Donc Joséphine a été séparée de beaucoup de personnes et la mort. Donc on a quand même une atmosphère. Chez Joséphine, on a une ambivalence de quelque chose de très solaire qui nous rappelle un peu la Martinique, mais on a aussi quelque chose de très noir qui rappelle une profonde solitude. Parce que Joséphine était quand même finalement très seule. Ah ben oui, c'est que la vie de cour n'est pas une vie très, très facile, hein, parce qu'elle n'avait pas le droit de voir quiconque sans autorisation. Il y avait Napoléon évitait qu'il y ait trop d'hommes autour d'elle. Quand un fournisseur réussissait à passer les barrières et à rentrer jusque dans l'intérieur de Joséphine, Napoléon était qualifié. C'était un homme. Et déjà, donc, Joséphine était très séduisante. Elle en jouait. Comme beaucoup de personnes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, on va arriver tranquillement à la conclusion. Oui, ben oui. Donc là, je vais parler de l'affaire qui fâche. Avec Bernard, nous menons une croisade. Si on peut dire, oui. Mais on a perdu. On sait qu'on a perdu, mais c'est pas grave. Alors, plus connue sous le nom de Joséphine de Beauharnais, nom qui ne veut rien dire, Joséphine, l'épouse bien-aimée de Napoléon, a vécu dans l'ombre de cet homme. Évidemment, Joséphine de Beauharnais n'a jamais vécu, quoique. Parce qu'il faut savoir qu'entre 1796 et puis l'automne, le mariage et l'automne 1796, Napoléon écrivait à Joséphine chez la citoyenne Beauharnais, au niveau de l'adresse. Alors bon, mais c'est vrai que c'est Rose de Beauharnais, enfin c'est Marie-Joseph Rose de Tachin-Tapagerie, Rose de Beauharnais et Joséphine Bonaparte et Joséphine. Donc sa mémoire est occultée en fait par la présence écrasante de Napoléon. Et Joséphine, on pourrait dire que c'est plus son nom de représentation, le nom aussi donné par Bonaparte, mais que la femme réellement qui est sous Joséphine, c'est Rose. Ce beau prénom, il est doux comparé à Joséphine, et elle va le porter jusqu'à plus de 30 ans. Elle a 33 ans quand on la débaptise, donc c'est pas si évident que ça. En fait, Rose, c'est le prénom de l'intimité.
Rose elle est née et puis Rose elle meurt parce que le 29 mai 1814, finalement dans le lit de l'impératrice Joséphine, c'est la petite Rose qui va décéder, qui va souffrir et qui va mourir dans les bras de son fils Eugène, qui s'appelle Eugène Rose de Beauharnais. Donc Rose, c'est cette femme libre, c'est cette femme indépendante, pragmatique, qui est intelligente, qui est vive. Et Rose fut bien plus heureuse que Joséphine aux ordres d'un mari aimant, mais il est très égoïste. Napoléon. Joséphine est écrasée par sa peur d'être répudiée. Joséphine est effrayée de déplaire à Napoléon, et Joséphine fut une fleur timide, légèrement flétrie, tandis que Rose est une fleur au parfum puissant, aux couleurs douces, rondes, épanouies, comme cette rose au nom évocateur souvenir de Malmaison qui a été créée après sa mort. Donc en fait, pour moi, je ne sais pas pour Bernard, lui nous dira, mais pour moi, ce n'est pas simplement Joséphine que l'on peut ressentir à Malmaison, mais on ressent énormément la présence de cette femme qui était exceptionnelle et qui s'appelait Rose. Napoléon n'aurait pas gardé une petite ruche auprès de lui pendant aussi longtemps. Et il disait, je connais ma Joséphine sur le bout du doigt. Et elle disait aussi, je connais Napoléon sur le bout du doigt. Voilà. C'était vraiment une complicité quasi moderne, je trouve, dans les sentiments. Oui, c'était un couple moderne, mais Joséphine était une femme... Enfin, j'aime pas trop qu'on dise ça, mais c'est vrai que Joséphine est une femme très très moderne. En fait. Mais elle fait la jonction entre l'ancien régime et le nouveau régime. Et quand elle connaît Napoléon, elle a déjà passé plus de la moitié de sa vie. Voilà. On oublie ça, elle est née sous Louis XVI. Maintenant, sous Louis XV. Oui, sous Louis XV. Sous Louis XV. Ouais, donc voilà. Merci Merci. beaucoup.